commencer par parler justement des outils de diagnostic, puisque ça a été dit, hein, avant de diversifier, avant de planter, il faut établir un diagnostic, il faut savoir où on va et connaître le terrain. Jérôme Rosa, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous m'entendez? Anne. Oui. Très bien. Jérôme Rosa, pour présenter le CRPF Île-de-France Centre Val-de-Loire. Je crois que je suis complet. Vous avez de belles guitares derrière vous. Vous travaillez sur trois sujets que sont l'expérimentation, le changement climatique, la santé des forêts. Vous connaissez bien donc les outils d'aide à la décision. Vous avez participé à la construction de certains d'entre eux, BioClimSol, Archive, d'autres. Vous allez justement nous présenter ce que vous appelez la boîte à outils du CNPF. Donc je vais pas vous interrompre trop souvent. Je vous laisse nous présenter cette boîte à outils pour que tout le monde en prenne connaissance. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter alors quelques outils de cette fameuse boîte à outils. Je vais déjà tenter de partager mon écran. Voici. Stéphane, vous pouviez me dire, me confirmer que mon écran est bien partagé. Bon, je pense que c'est bon. Si personne, Parfait. parfait. Oui. C'est bon. Donc je vais commencer. Donc cette fameuse boîte à outils du diagnostic, je vais vous présenter quelques outils. Alors je ne vais pas argumenter sur l'importance du diagnostic. Je pense que ça, tous les forestiers en sont convaincus. C'est un préalable chez les forestiers à toute intervention. Je vais plutôt m'attacher à commencer par présenter pourquoi on a des nouveaux outils et quels sont les apports de ça. Alors, bien entendu, ils intègrent principalement la problématique du changement climatique, qui lui a comme première conséquence l'obligation pour nous forestiers d'être plus fins techniquement, d'affiner notre diagnostic. Les petites erreurs qu'on pouvait peut-être se permettre auparavant en gestion ou en choix d'essence, en fait aujourd'hui on les paye plus sévèrement. Et donc ces outils doivent nous accompagner dans la démarche d'être plus fins au niveau du diagnostic. Et cette finesse va aussi d'ailleurs nous permettre d'identifier et même de valoriser la diversité de nos stations. Hein. La diversité de nos stations, c'est bien une richesse et ça va permettre, en étant plus fin, de la valoriser, cette diversité, en préconisant vraiment au plus près du terrain les meilleures solutions. Deuxième point, c'est que ces outils intègrent évidemment les nouvelles technologies disponibles. Ça leur permet et ça nous permet d'être plus efficaces et plus proches du terrain, on le verra. Ils sont aussi, alors Olivier Picard en a un petit peu parlé, alimentés par les connaissances les plus récentes sur le sujet. Ces connaissances, qu'il faut savoir, c'est qu'elles évoluent vraiment quasiment de jour en jour. Hein. La recherche forestière est vraiment mobilisée sur le sujet. Et l'objectif, c'est vraiment de raccourcir la distance recherche, développement, utilisateur. Et on verra que certains de ces outils évoluent même de manière dynamique en fonction de l'évolution de ces connaissances. Alors la notion de risque aussi, ça fait partie du diagnostic depuis toujours hein, chez le forestier, mais là, plus que jamais, la notion de risque est vraiment intégrée dans ces outils. Ils sont pensés dans ce sens. Et enfin, un message un peu positif, ces outils sont vraiment la porte d'entrée vers l'action. On communique souvent sur les problèmes du changement climatique et de la forêt, un petit peu moins sur les solutions. Donc là, je veux vraiment insister, hein, adapter son diagnostic, c'est déjà une solution, et notamment par rapport à nos interlocuteurs principaux que sont les propriétaires forestiers, le fait qu'on adapte nos pratiques, nos outils, montrer qu'on prend des décisions éclairées avec ces outils. Alors, il y a énormément d'outils disponibles, ce qui peut être vraiment déroutant, hein, quand il y a vraiment beaucoup d'outils récents qui ont été bâtis. Mais à moi, il me semble que c'est une richesse, là encore, hein, pour diversifier les approches. Ça reste intéressant, à mon avis, devant l'incertitude, de diversifier les approches pour diversifier évidemment les solutions. Alors, il n'est pas souhaitable de tous les maîtriser. Hein, je pense qu'il faut avoir une bonne vue de l'ensemble, connaître un peu les domaines d'utilisation et ensuite choisir les plus appropriés, se former à ces outils en fonction de ses besoins. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les présenter. Je vais ne vous en présenter que quelques-uns sur trois axes que vous avez à l'écran, le dépérissement, la vulnérabilité et la description stationnelle. Donc on va commencer par le dépérissement. Alors il y a trois choses importantes, je vais en citer déjà deux sur le dépérissement. Tout d'abord sa définition. Le dépérissement, c'est un écart à la normale en fait, à la physiologie de l'arbre, tout simplement. Mais un autre point important, c'est que l'évolution d'un arbre dépérissant n'est pas linéaire. Elle ne mène pas inéluctablement à la mort. C'est plutôt un ensemble de différents états, mais avec plusieurs évolutions possibles entre ces états. Notamment une évolution possible vers un retour à la normale, hein, selon la réitération ou non des stress et la capacité de résilience.
Donc si on regarde un petit peu cette dichotomie, ces deux parties, et qu'on place les deux principaux outils actuellement qui permettent de caractériser le dépérissement, eh bien on en a d'un côté l'outil Dépéris du département de la santé des forêts, qui va justement quantifier très rapidement sur un arbre, donc sur un peuplement, l'écart à la normale. Donc la notion de dépérissement, lui donner une lettre, en fait, c'est pas tout à fait une note, mais on va quantifier quand même assez rapidement en notant, bon, je ne sais pas les détails, mais en prenant deux notations en compte, le manque de ramification d'aiguille et la mortalité de branche. La différence avec Archie, lui, va plutôt qualifier la position dans la dynamique du dépérissement, les différents états que j'ai cités tout à l'heure. Donc à gauche, on a plutôt un outil qui fait une photographie, et à droite, un petit peu plus, c'est un outil qui va faire, on va dire, un film. Alors le principe de la méthode Archie, globalement, on utilise une clé. Alors une clé qui est spécifique à chaque essence pour les essences étudiées, puisque en fait, notamment les processus de restauration ne sont pas les mêmes selon les essences. Et cette clé va un peu nous guider dans le diagnostic. Avec premièrement, on va observer les symptômes de dégradation du pied. Alors de manière plus succincte en fait, plus grossière que dans Dépéris, on va regarder rapidement les vides du pied, la mortalité de branche, la qualité de la ramification. Mais on va très très vite être guidé vers plutôt une observation fine des processus de restauration du pied, ce qu'on appelle la résilience. Et vous avez à l'écran là sur un chêne une résilience assez spectaculaire. Vous avez en fait, on voit bien hein, les anciennes branches de l'ancien pied avec des branches assez grosses qui s'interrompent très brutalement. Et en fait, tout ce qui est en vert a été perdu par l'arbre et restauré par l'émission de gourmands. C'est vraiment une résilience assez spectaculaire, un processus de restauration du pied pour le chêne. Et donc, cette clé, avec ces deux étapes, nous mène vers un diagnostic Archie qui va nous décliner différents types, un arbre sain, sans trop de problèmes, résilient, donc on l'a vu, stressé ou irréversible, c'est-à-dire qui est plutôt dans une dynamique de déclin. Donc c'est vraiment un outil qui se distingue de Dépéris, encore une fois, par une description plus importante de la restauration, et c'est un outil, je pense, qui est vraiment intégrable dès aujourd'hui dans la gestion, et notamment dans le martelage, hein, l'étape importante pour le forestier, le choix des arbres que l'on enlève au profit d'autres. C'est vraiment un outil qu'on peut d'ores et déjà intégrer. Alors je vous ai parlé de 3 points importants pour le dépérissement. Il y en a un troisième, c'est que le dépérissement c'est un point complexe, par définition multifactoriel. Hein. Je pense que vous avez tous entendu parler de facteurs prédisposants, déclenchants, aggravants, etc. Les deux outils qu'on vient de voir n'étudient pas les causes du dépérissement. Hein. Et il y a un autre outil qui le fait et qui s'appelle le département de la santé des forêts et son réseau de correspondants observateurs dans lequel le CRPF est très impliqué dans toutes les régions. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux pour identifier le dépérissement, sa raison, sa cause, et de l'explication, et notamment l'identification de problèmes biotiques. Donc voilà pour ces premiers types d'outils. On va basculer vers un second type d'outil qui va essayer de quantifier la vulnérabilité d'un peuplement. Donc c'est l'outil BioClimSol qui est en cours de déploiement au CNPF. C'est un outil de terrain, hein, sous forme d'application, et qui permet, grâce à la localisation du téléphone ou de la tablette, de récupérer des données climatiques. Donc ça, c'est déjà un intérêt assez important. Les données climatiques, on les utilisait assez peu jusque-là dans le diagnostic. Là, on peut les avoir. Et qui permet aussi de renseigner tous les éléments d'un diagnostic complet dans l'application. Donc on peut saisir des renseignements un peu administratifs, le diagnostic stationnel, des données dendrométriques habituelles, la pédologie, etc., des problèmes sanitaires. Et sur le terrain, encore une fois, on peut avoir en retour le diagnostic un peuplement sur pied, avec une notation de 1 à 10 sur qu'on a appelé niveau de vigilance, en fait. En gros, c'est lié à une probabilité d'observer du dépérissement dans un contexte proche de celui renseigné avec vos données. Alors, la particularité de l'outil, c'est qu'il est basé, la modélisation est construite en fait à partir de données de terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier sur cet outil. C'est-à-dire qu'on a analysé par essence, avec un jeu de données que l'on a, les variables qui conditionnent le plus le dépérissement parmi les données sol, climatique, topographie, etc. Et donc, ils se distinguent de pas mal d'autres outils qui sont plutôt des modèles de niche, qui eux sont construits à partir de points de présence. Ici, non, c'est un modèle de dépérissement construit à partir de points de dépérissement, constatés par des données de terrain. Donc, on l'a vu, on a pour le peuplement sur pied une notation d'un diagnostic de la vulnérabilité, qu'on peut affiner, en tout cas faire évoluer en faisant changer un petit peu le climat.
plus un plus de degrés. Alors je tiens à dire, là, il n'y a pas de prédiction climatique, on n'utilise pas de modèle climatique, c'est juste une tendance pour voir comment évolue ce niveau de vigilance selon la température. Mais il y a également un autre module qui va vous permettre d'avoir une liste d'essences solutions en boisement. Donc liste qui est alimentée par les essences qui ont déjà fait l'objet d'une étude bioptole, que les essences sur cette partie haute de la partie reboisement, mais également les essences que l'on n'a pas eu le temps d'étudier ou qui ne sont pas encore présentes sur notre territoire. On a quand même voulu ajouter un panel d'essences pour faciliter la diversification dans les plantations. Alors évidemment, comme on n'a pas de données, ce ne sont plus des données terrain ce coup-ci, ce sont des approches entre guillemets modèles de niche, mais toujours calées sur des seuils de risque de dépérissement, qui sont incluses dans cette liste qui devient évidemment beaucoup plus importante. Alors pour terminer sur ce second outil, la grande force de cet outil, c'est qu'il est conçu pour être évolutif et pour en fait apprendre des données terrain qui seront collectées. En fait, les données qui seront collectées dans l'application iront vers un serveur et elles seront analysées pour à la fois réajuster les modèles pour des essences peut-être qui ne fonctionnent pas encore de manière satisfaisante, ou peut-être même ajouter de nouvelles essences lorsqu'on aura suffisamment de points de diagnostic. Pour bien fixer les idées, actuellement on a 5000 placettes, 5000 références, donc 100 000 arbres en fait, dans la base. Alors c'est à la fois énorme en termes de travail, mais en fait c'est très peu finalement pour expliquer des phénomènes complexes. D'où l'idée d'intégrer vraiment des données en flux tendu aux analyses et les refaire assez régulièrement. Sur le troisième et dernier outil que je vais citer pour le diagnostic stationnel, je vais parler des catalogues de stations. Alors, je vous ai parlé de nouveaux outils, j'imagine que pas mal d'entre vous vous dites que les catalogues ne sont pas nouveaux. En fait, c'est quand même un outil qui a évolué. De nombreux catalogues ont été bâtis récemment, avec un objectif un peu différent. À l'époque, c'était vraiment des outils très scientifiques, très précis, mais difficilement accessibles en fait, un peu compliqués, on peut le dire. Les derniers catalogues ont eu vraiment l'objectif d'être plus accessibles et vraiment d'orienter le choix d'essence, c'est vraiment l'objectif principal, et de prendre évidemment en compte le changement climatique. Alors certains ont même une emprise régionale, qui facilite évidemment grandement leur utilisation, et aussi même certains ont prévu le déploiement informatique, qui pourrait aussi intégrer là encore l'évolution des connaissances. Alors un autre aspect important qui a beaucoup changé par rapport à l'utilisation du catalogue, c'est la disponibilité de nombreuses données cartographiques, donc sous SIG, qui permettent vraiment d'optimiser l'utilisation des guides. Alors on a les données climatiques, etc., la topographie. Et sur un grand quart nord-ouest de la France, le CNPF a également développé des cartographies, des pré-cartographies de l'engorgement, du pH, de la réserve utile. Et tout cela, couplé avec le catalogue de stations, ça va vraiment nous permettre d'optimiser l'utilisation des catalogues. On va faire une pré-cartographie à l'aide de toutes ces données au bureau. Et ensuite, on va vraiment identifier, grâce à ces pré-cartographies, les variants, les variations, les gradients et les zones homogènes en fait qui ressortiront, les zones hétérogènes, et placer de manière optimisée les points de sondage qu'on réalisera ensuite sur le terrain. Donc c'est un gain de temps énorme sur le terrain. Et ensuite, de retour au bureau, on va dessiner la carte des types de stations à l'aide toujours de la connaissance que l'on a grâce à la pré-cartographie des stations. Alors évidemment, une fois qu'on a fait cette phase terrain, on peut aussi valoriser toutes les connaissances que l'on a dans les guides en dessinant des cartes thématiques, des cartes de fertilité, des cartes de sensibilité au sol au tassement, je pense que Julien en parlera tout à l'heure, l'exportation de rémanents, voilà, plein de choses qui peuvent être utiles ensuite, y compris à l'échelle de la parcelle. Là, vous avez des exemples passifs, mais on peut vraiment avoir des choses très précises à l'échelle de la parcelle, notamment la végétation concurrente aussi dans certains guides pour pouvoir valoriser tout cela. Vous avez la méthodologie qui est contenue dans certains documents, les références sont ici, mais on pourra vous les rappeler. J'en ai fini pour la présentation de ces trois outils. Pour finir, juste deux points importants à mes yeux. Évidemment, on parle de nouveaux outils, donc on a besoin de formation pour ces nouveaux outils. C'est un investissement en temps évidemment important, mais à mon avis qui est quand même pas perdu, puisque ces outils doivent permettre d'éviter des erreurs qui peuvent coûter cher, donc l'investissement pour moi il est valorisé. Alors quand je parle de formation, c'est bien entendu de l'utilisation des outils, mais c'est aussi connaître les domaines d'application, les limites de chaque outil. Il faut bien avoir en tête, c'est que ces outils sont, notamment les modèles, sont des simplifications de la nature, simplifications de phénomènes très complexes, multivariés, et donc forcément ces outils sont empreints d'incertitudes.
L'objectif vraiment de ces outils, c'est d'apporter des éléments guidant la prise de décision, qui permettent de se réétalonner sur la relation sol-essence que l'on croyait connaître dans un climat à l'époque qu'on croyait fixe, mais le climat changeant, il faut vraiment se réétalonner sur cette relation sol-climat. Et on l'a dit, intégrer la notion de risque dans la prise de décision. Donc j'insiste bien, ce sont des aides à la décision, mais ça reste le forestier qui choisit, qui prend la décision, pas l'outil. Je vous remercie de votre attention, j'en ai terminé pour cette présentation et suis prêt à répondre à vos questions. Beaucoup, merci Jérôme pour cette présentation. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé des données que vous avez collectées. Vous parliez de 100 000 arbres tout à l'heure. Vous avez dit c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Est-ce qu'il est possible, est-ce que ce sont des outils collaboratifs? Autrement dit, est-ce que des gens de terrain, peut-être parmi ceux qui nous regardent, est-ce que des gens peuvent participer, vous apporter des données sur des terrains qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent tous les jours? Alors oui, tout à fait. Alors ces données pour l'instant proviennent d'une trentaine d'études sur un certain nombre d'essences menées par le CNPF et déjà des organismes collaborateurs. Mais l'application en fait est vraiment bâtie pour ça, c'est-à-dire que l'utilisateur qui entrera des données participeront effectivement à l'évolution des connaissances. C'est vraiment un outil participatif. D'accord. Et vous, en remontant un petit peu dans l'exposé que vous faisiez tout à l'heure, vous avez parlé lorsque vous parliez de dépéris et d'archi notamment. Est-ce qu'il y a un moment, alors ce sont des outils d'observation, est-ce qu'il y a un moment où s'opère la bascule dans la vie d'un arbre, d'une forêt? Est-ce qu'il est possible de savoir le moment où ça va être trop tard, on ne pourra pas revenir en arrière? Autrement dit, de quelle façon peut-on anticiper? Alors effectivement, il y a des seuils. L'outil Archi dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, il y a un des types d'arbres qui s'appelle l'arbre irréversible. Alors, la nature étant ce qu'elle est, c'est pas un type d'arbre. Une fois qu'on arrive à ce résultat, ça ne veut pas dire que l'arbre va mourir demain. Mais ça veut dire que il est très sensible à de nouveaux aléas, il va être très fragile à de nouveaux aléas, et surtout, il va jamais reprendre une redynamique de reconstruction. C'est-à-dire qu'il va aller vers la mort, mais on peut pas vous dire en 1 an, 2 ans, sur chaîne de fois le processus de dépérissement et de mortalité peut prendre 10 ans, mais en tout cas on sait qu'il est sur cette dynamique-là. C'est vraiment une dynamique, une trajectoire qui est fixée, qui est vraiment intéressant. Alors je vais me tourner vers Camille Loudin, qui est avec nous, qui reçoit vos questions. Camille, est-ce que nous avons des questions pour Jérôme déjà? Eh bien oui, une première question sur la facilité d'utilisation de ces outils, notamment de BioClimSol. Est-ce que c'est un outil facile d'accès? Ce sera la première question. Nous en avons plusieurs. Alors oui et non. En fait, ce qui est utilisé dans BioClimSol, ce sont des données classiques de forestier que normalement tout bon forestier doit pouvoir, tout diagnostic que tout bon forestier doit pouvoir faire, c'est-à-dire de la pédologie, du diagnostic sanitaire, de la dendrométrie. L'outil en lui-même, l'application est vraiment très bien faite, c'est très simple. Par contre, ce que je puis dire sur la complexité de la chose, c'est que le diagnostic est vraiment très complet. Donc ça fait appel à une connaissance large, plus que très précise, connaissance large. Et surtout, c'est là où on doit vraiment apprendre de ces outils, c'est comment l'intégrer dans le diagnostic, puisque on a une note de 1 à 10, mais on n'a pas un oui et non. Et ça sera quelque chose qu'on n'aura jamais, de toute façon. J'ai bien insisté dessus en fin d'exposé, et c'est pour ça qu'on va mettre en place des formations, pour évidemment utiliser l'outil, puis pour savoir ce que vraiment cela signifie d'avoir une vulnérabilité de 4, comment l'intégrer dans le diagnostic. Donc c'est quand même des outils qui vont viser des forestiers quand même aguerris, on va dire. Camille. Une autre question sur BioClimSol toujours. Quelle est la validité de BioClimSol à l'échelle des différentes forêts, notamment forêt méditerranéenne par exemple? Voilà, quelles sont les espèces qui ont pu être intégrées dans l'outil? Alors, sur la validité, je peux pas répondre comme ça. En fait, ça va beaucoup dépendre du nombre de points. Alors, l'intérêt quand même de l'outil,
de vos transparents, c'est que lorsque vous aurez un diagnostic sur une essence, vous pourrez afficher la carte, en gros des points, et donc savoir si de nombreux points ont été faits dans votre région. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a une notation aussi de la pertinence du modèle, mais ça c'est une notation scientifique. Mais déjà, pour répondre à cette question, je pense que quand on est dans une région, si on n'a pas du tout de points sondés sur cette essence dans sa région, ça donne une validité moindre, on va dire, en tout cas sur cette essence. Si je peux me glisser entre deux questions, Camille, pardonnez-moi. Je me disais, vous parliez des forestiers plutôt aguerris. D'une façon générale, qui peut se procurer ces outils et les utiliser? La cible, je pense, c'est vraiment les techniciens forestiers, donc les gestionnaires notamment, mais vraiment le niveau technicien forestier. Parmi les propriétaires, je pense que ce sont des propriétaires. Il y a certains propriétaires qui ont un niveau de technicien forestier, mais ce sont vraiment des propriétaires qui auront eu la volonté de se former déjà à certaines notations, à certains protocoles et à certaines sciences forestières. Camille? Oui, pour compléter du coup cette question-là, peut-être plutôt pour Xavier ou pour Olivier, c'est du coup on entend que du côté des participants que l'outil est quand même assez complet et peut-être un petit peu complexe. Du coup, la demande c'est comment y accéder à cet outil en tant que gestionnaire et comment voilà on peut avoir accès à ces diagnostics BioClimSol. Alors peut-être je peux essayer de répondre. Cet outil donc il est en cours de finalisation sur un certain nombre d'essences et c'est un outil, comme disait Jérôme, un outil qui est évolutif, qui va s'améliorer. Jérôme a insisté aussi sur le fait qu'il nécessitait quand même des connaissances forestières assez larges pour pouvoir remplir le diagnostic. Et donc, le CNPF va organiser des formations à destination des gestionnaires forestiers à compter de l'automne pour pouvoir bien préciser la manipulation de l'outil et ses conditions d'utilisation. Et puis, à l'occasion de ces formations, les gestionnaires pourront acquérir l'outil et puis pouvoir ensuite développer son utilisation dans les régions et par chaque organisme. Une formation, généralement, on imagine que ça puisse durer combien de temps? Quelqu'un, pour pouvoir se l'approprier correctement, cet outil, quel est le laps de temps? Ce que l'on fait en général, c'est qu'il faut une demi-journée, un peu de théorie, d'expliquer d'où vient l'outil quand même, c'est toujours intéressant. Et après, il faut une grosse journée de terrain où on remplit directement l'application sur le terrain. Donc on va dire un format 2 jours, quoi. Ouais. Camille, d'autres questions en attente? Oui, sur la précision notamment du calendrier potentiel pour l'accès à ces formations pour les gens de terrain. Voilà. Alors, on peut dire dans un premier temps ce que peut faire le CNPF, c'est accompagner les gestionnaires pour réaliser des diagnostics. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit pas le CNPF qui fasse le diagnostic seul, mais qu'il soit accompagné par les gestionnaires, parce que c'est l'occasion de commencer à former, de montrer ce que peut apporter l'outil. Et les formations en elles-mêmes seront mises en place à compter de septembre 2021. Du coup, j'ai une autre question alors sur du même style, mais sur l'autre outil un des autres outils qui a été présenté, c'est sur Archie. De la même manière, voilà, comment accéder à Archie? Est-ce que ça s'intègre dans la formation BioClimSol en complément avec peut-être une journée de plus? Alors, les outils DPERIS et Archie sont abordés dans le cadre de BioClimSol. Par contre, pour une formation spécifique, il y a déjà des formations qui sont au catalogue de livres de formation de l'IDF. Hein, donc, pas mal d'essences sont déjà présentes. Ça tourne un peu tous les ans. Hein, l'idée, c'est pas toutes les essences sont abordées tous les ans. Mais ce qu'il faut peut-être aussi bien indiquer, c'est que l'IDF fait également des formations à la carte. C'est-à-dire que si une région ou des gens se regroupent avec un besoin, des formations peuvent être aussi adaptées à ce besoin spécifique. Il y a le catalogue, mais il y a aussi des formations à la carte pour tous ces outils.
Très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas si Camille, est-ce qu'il nous reste une question? Sinon, il sera toujours possible d'en reposer après à l'issue. Euh, je vous pose la question. Et oui, alors les questions sont nombreuses effectivement sur BioClimSol. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui pourront être complétées. L'inquiétude est évidemment sur le délai et le cadencement par rapport au plan de relance. Voilà, c'est ce qui ressort principalement. Alors justement, peut-être Xavier Pesme pour cette idée de cadencement et de disponibilité pour être dans le cadre du programme le plan France Relance. Est-ce que le CNPF va être dans les délais? Je pense que vous y travaillez depuis déjà quelques temps, peut-être même quelques années. Alors, on y travaille quelques années. C'est vrai que le lancement du plan de relance accélère les choses et nous demande un temps d'adaptation assez rapide. Moi, je redis ce que je viens de proposer, c'est-à-dire que l'agent du CNPF puisse accompagner les gestionnaires forestiers pour faire du diagnostic sur des parcelles qui seraient à reboiser dans le cadre du plan de relance et sur lequel le gestionnaire se pose des questions, accompagner pour pouvoir déjà mettre en œuvre le diagnostic BioClimSol et permettre par ce biais-là de commencer à donner une information aux gestionnaires sur les apports de BioClimSol par rapport aux questions qui se posent et puis commencer à montrer comment l'outil forme, quels sont les points à relever, quel est le diagnostic. Et voilà, on va essayer de faire le plus rapidement possible, mais ça nécessite quand même de pouvoir se préparer pour être efficace et pouvoir répondre sans difficulté. Très bien. Merci pour ces perspectives, Xavier Pesme. Alors, Jérôme Rosa, merci beaucoup de nous avoir présenté. Vous l'avez dit, hein, c'est pas complet, mais c'est un ensemble qui montre bien que le CNPF a des outils, continue de les développer. Il y en aura d'autres. Donc, je vous invite les uns et les autres à vous rapprocher de vos CRPF locaux et puis faire en sorte que vous puissiez interroger vos interlocuteurs pour avoir les bonnes informations.